Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Angélique Chauviré. Angélique Chauviré a toujours aimé les voyages. Alors un beau jour, elle pose ses bagages à Saint-Martin, aux Antilles, et décide de s'y installer. Pour la jeune Vendéenne, c'est un rêve devenu réalité. Mais en mai 2006, le paradis devient l'enfer. Son corps massacré est retrouvé par des promeneurs en contrebas d'une route. Dès lors, depuis la France, sa famille va se battre pour obtenir justice, car un suspect est bientôt identifié, et c'est un homme au profil très inquiétant. Commence alors une incroyable traque qui va durer des mois. L'affaire Angélique Chauviré, un nouveau podcast de Chroniques criminelles. Beaupréau en Mauges, département du Maine-et-Loire, dans l'ouest de la France. À 50 km d'Angers, cette localité est connue pour son magnifique château. Une agglomération paisible, entourée par la campagne. Les Mauges, c'est une région rurale, agricole. Yves Boiteau, journaliste, correspondant pour Le Parisien. Dont l'état d'esprit est très proche de celui de la Vendée, du Nord-Vendée, donc une région, on va dire, de travailleurs. Une petite ville de province, mais qui est active, qui est très active, qui est très vivante. Jean-Yves Lignel, journaliste au Courrier de l'Ouest. Où il y a une entraide entre les gens, tous les gens se connaissent. C'est ici, tout près de Beaupréau, dans le village de Gesté, que réside depuis toujours la famille Chauviré. Yves et René ont élevé 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Une famille sans histoire, qui a également la valeur travail qui est importante, qui est transmise au sein des enfants. Sandra Chirac-Collaric, avocate des parties civiles. Vous avez un enfant qui est chauffeur routier, un autre qui est employé de bureau, un autre qui est paysagiste. Et une sœur plus jeune qui avait envie de vivre, de bouger. Pascal Rouillet, avocat des parties civiles. De ne pas rester dans sa région d'origine, peut-être pour mieux y revenir plus tard d'ailleurs. Et cette sœur cadette qui aime tant les voyages, elle s'appelle Angélique. C'est la petite dernière de la famille Chauviré. Elle a 11 ans de moins que sa sœur Isabelle. Je comprenais ses choix. J'étais tout à fait d'accord avec le fait que, elle, sa vie, c'était pas une vie matérielle comme la nôtre. Isabelle Chauviré-Leclerc, sœur d'Angélique. Comme nous, on l'avait construit. Elle, c'était l'aventure, c'était la liberté. Angélique, oui, quand elle revenait de voyage, c'est vrai que... Patrice Leclerc, beau-frère d'Angélique. Elle nous faisait profiter de son expérience, de ce qu'elle vivait, de ses fêtes, enfin de tout ce qu'elle pouvait vivre, quoi. Son BTS de commerce en poche, Angélique enchaîne les saisons et les séjours à l'étranger. Et en 1999, à tout juste 23 ans, elle entreprend une grande aventure qui va la conduire loin de la France. La traversée de l'océan Atlantique comme équipière sur un bateau à voile. Un périple que René, sa mère, suit avec une certaine appréhension. J'étais inquiète, mais enfin, c'était son désir. Puis bon, elle était heureuse. Elle était heureuse, oui. René Chauviré, mère d'Angélique. Et je lui disais, fais attention quand même à toi, mais tracasse-toi pas, maman. Au terme de ce long voyage, Angélique découvre Saint-Martin aux Antilles. La jeune fille tombe immédiatement amoureuse de cette île et décide de s'y installer. Il y a de quoi tomber dessus à Saint-Martin. Il fait beau, il y a du soleil, il y a des grandes plages, tout est sympathique, les gens sont sympathiques, ils sont souriants. Puis elle a découvert cette île. Elle était heureuse. Elle avait trouvé son île. Sa vie était là-bas, quoi. Sa vie était devenue, c'était son pays, enfin son pays d'adoption, quoi. Saint-Martin, au nord des Antilles, compte à peine 80 000 habitants. Une île paradisiaque qui a cette grande particularité d'être à moitié française au nord et à moitié hollandaise au sud. En cette année 2006,
Voilà 7 ans qu'Angélique Chauviré habite à Saint-Martin. Elle y travaille du côté français, dans un magasin de bijoux et d'articles de plage. On est à l'est de l'île, juste au sud de la partie néerlandaise, sur une des plages connues de cette île Saint-Martin. Sa boutique rythme son quotidien. Travailler dans le magasin comme elle travaillait, en paréo toute la journée, ça nous paraissait un peu les vacances, quoi. « 27 mai 2006. Yves et René, les parents d'Angélique, viennent d'atterrir sur l'île de Saint-Martin pour un séjour de 2 semaines au soleil. Cela fait plus de 4 ans qu'ils n'ont pas revu leur fille. Et bon, on était très très contents de la voir. Elle avait demandé quelques jours à son patron pour nous accueillir et puis nous promener dans Saint-Martin. C'était la fête des mères, c'était l'occasion pour maman et Angélique de se retrouver, d'être ensemble, de fêter cette petite fête toutes les deux. Angélique habite à Grand-Case, un village antillais très pittoresque situé côté français, face à la mer des Caraïbes. Dès leur arrivée, ses parents tombent sous le charme. Elle est super contente. Elle est super contente. Elle veut présenter ses parents à tout le monde. Moi, le premier. David Binon, ami d'Angélique. Ils étaient contents de venir ici, de voir l'environnement où évoluait leur fille. Oui, vous voyez comment c'est, Grand-Case, c'est un village, donc on se connaît tous. Sylvie Goga, amie d'Angélique. On vit dehors, on se croise à la plage, on se croise dans la rue. Tout le monde connaît un peu tout le monde. Les gens sont sympas, c'est tout mélangé, il y a il y a tout ici. Brigitte Longeval, amie d'Angélique. Des Blancs, des Blacks, des Chinois, tout ce que vous voulez. Ce brassage culturel qui apporte une richesse à l'île. Jean-Marc Négrite, ami d'Angélique. Du coup, on voyage à travers tous ces gens qu'on côtoie. Un travail, des amis, un cadre idyllique. Les parents d'Angélique sont rassurés. Leur fille semble heureuse et complètement épanouie sous les tropiques. Jusqu'à ce 31 mai 2006. Alors cette journée du 31 mai, elle commence finalement comme une journée très classique de touristes, de personnes qui profitent de vacances, c'est-à-dire qu'Angélique va aller voir ses parents. On avait été se baigner avec mon mari, là, et puis elle était là aussi, on avait bien rigolé. Ils déjeunent ensemble dans un restaurant du bord de plage, puis Angélique quitte ses parents. Elle prend sa voiture en leur promettant de les rejoindre un peu plus tard. Elle les prévient qu'elle va les retrouver dans l'après-midi, mais qu'elle a une course à faire, elle a des gens à voir avant de les retrouver. Nous, on voulait faire notre sieste aussi, parce que vous voyez, avec la chaleur là-bas et tout, puis alors on a dit, on va faire notre sieste, et puis après, elle dit, on se retrouve chez David, c'est un ami, un Français, là. Mais en fin d'après-midi, aucune nouvelle d'Angélique. Elle n'a toujours pas retrouvé ses parents comme convenu chez son ami David. Donc on s'inquiète pas trop, on se dit c'est que ses parents sont là avec nous dans Grand-Case, donc elle arrivera plus tard, peut-être elle est partie faire une surprise ou je sais pas, allez savoir. Et puis finalement, elle revenait pas, le soir pas d'Angélique, pas moyen d'appeler, le téléphone ne marchait pas. Son portable sonne encore dans le vide. René et Yves Chauviré sont inquiets. Ce n'est pas dans les habitudes de leur fille de les laisser sans nouvelles. En sachant qu'ils étaient là, elle les aurait pas laissés comme ça tout seuls. Elle les aurait pas abandonnés alors qu'ils venaient d'arriver. C'était impossible. Moi, j'ai dit, nous, sachant là, je pense pas quand même qu'elle nous aurait fait ça. On a essayé d'appeler sur les portables, il y avait plus de portable, il y avait plus rien du tout, quoi. Pas d'Angélique, alors on a passé toute la nuit à se demander où elle était. Donc on a cru un accident d'abord, je sais pas, il y en a qui ont téléphoné aux hôpitaux, on a vu, mais il y avait rien. Et puis après, on peut pas faire grand chose la nuit, vous faites quoi? Au petit matin, pas le moindre signe d'Angélique. À Grand-Case, c'est déjà l'angoisse.
Ses parents et ses amis se demandent ce qui a pu lui arriver. Et ils ne sont pas les seuls. Ses employeurs de l'époque sont très très inquiets. Patrice Leclerc, beau-frère d'Angélique. Puisque Angélique n'avait pas pour habitude de ne pas se présenter à son travail, elle était ponctuelle et ce jour-là, plus personne. Et c'est là qu'on se dit, il s'est passé quelque chose. Quoi, on ne sait pas. Mais on se dit, il s'est passé quelque chose. Et puis du coup, tout le monde s'appelle, tout le monde se donne des coups de fil, tout le monde commence à chercher un peu la voiture, elle est où, et puis bon, on voit rien, quoi. Cela fait maintenant 24 heures qu'Angélique a disparu et que personne n'a vu sa voiture. Pour tenter de la retrouver, ses amis font paraître sa photographie dans la presse locale. Et alors que tout le monde est à sa recherche, des proches tombent enfin sur un indice. Puis il va y avoir un premier rebondissement. Sandra Chirac-Colaric, avocate des parties civiles. Qui est la découverte du véhicule d'Angélique. Avec des sièges très reculés, qui est manifestement accidenté. Pascal Rouillet, avocat des parties civiles. Et elle n'est pas là. Elle n'est tout simplement pas là. Pour l'entourage d'Angélique, cette découverte côté français n'a rien de rassurant. La jeune femme aurait-elle été victime d'un accident de la circulation? Dès lors, ses parents n'ont plus qu'une solution: alerter les forces de l'ordre. On a été déposer plainte aux gendarmes que notre fille n'était pas rentrée et tout ça, on a expliqué. Donc très rapidement se noue le scénario à ce stade-là d'une disparition inquiétante. Les parents d'Angélique, qui, rappelons-le, sont quand même dans un cadre de vacances, dans un lieu qu'on peut apparenter à une carte postale, se retrouvent plongés finalement dans une angoisse terrible de savoir ce qu'est devenue leur fille. Ils n'ont pas de réponse à leurs questions. Aucun indice particulier n'est relevé dans la voiture d'Angélique. Alors pour tenter de comprendre, les gendarmes font une perquisition à son domicile. Mais sur place, ils ne trouvent rien qui puisse leur fournir la moindre piste. L'enquête s'annonce difficile. 2 juin 2006, 48 heures après la disparition d'Angélique, le téléphone de la gendarmerie retentit. C'est la police néerlandaise de l'autre côté de l'île. Les autorités hollandaises prennent attache avec la gendarmerie française pour leur indiquer qu'un corps a été retrouvé, le corps d'une jeune femme a été retrouvé sur le côté évidemment donc néerlandais de l'île. Un corps assez largement abîmé, un crâne défoncé, vraisemblablement à coups de pierre. Puisqu'une partie du visage est déformée, partie gauche, il y a une pierre d'ailleurs qui est retrouvée à côté du visage. Et puis également ce détail extrêmement sordide d'un bâton, d'une branche de bois qui est enfoncée dans une partie intime de cette jeune femme. On est sur quelque chose d'extrêmement sauvage, quoi. Yves Boiteau, journaliste, correspondant pour Le Parisien. C'est de la sauvagerie pure. Pour les policiers hollandais, aucun doute possible. Ils font aussitôt le rapprochement avec Angélique Chauviré, cette jeune femme portée disparue depuis 2 jours dans la partie française. D'après les premières constatations, elle a été victime de viols, de meurtres et d'actes de torture. C'est terrible d'imaginer pour ses parents, pour la fratrie, dans quelles conditions elle a été massacrée. Et on peut même imaginer qu'elle a peut-être vu sa mort. Les gendarmes sont venus à notre appartement, ils nous ont dit asseyez-vous. René Chauviré, mère d'Angélique. Alors tout de suite, on a vu que c'était pas normal, quoi. Puis ils nous ont dit que votre fille a été découverte par des gens et puis ils nous ont dit que notre fille était assassinée. La terrible nouvelle se propage jusqu'à Beaupréau, à plus de 8000 km de là, en France. C'est au tour d'Isabelle,
la sœur d'Angélique d'être prévenue par ses parents. On comprend pas. On croit que c'est un cauchemar. Isabelle Chauviré-Leclerc, sœur d'Angélique. Toute la nuit, on croit qu'on a fait des cauchemars et qu'on va se réveiller le lendemain matin et on va l'avoir au téléphone. C'est pas possible. C'est quelque chose qui est impensable, de toute façon. Quand on vous annonce cette nouvelle, non, c'est pas possible. C'est une erreur. Non, c'est impossible. C'était impossible. Mais on était devant le fait accompli. Angélique était décédée, assassinée, torturée. Toutes les tortures qu'on lui a faites physiquement, j'avais l'impression que c'était la même chair que moi et qu'on m'avait fait mal à moi aussi. Je visualisais la scène de torture qu'elle a pu vivre et je me disais qu'elle a dû crier, qu'elle a dû nous appeler, je sais pas. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu au plus profond de moi et qui m'a fait très très mal. À Saint-Martin aussi, c'est la consternation. Difficile pour les amis d'Angélique d'imaginer qu'elle ait pu être assassinée alors même que ses deux parents lui rendaient visite. On est arrivé le dimanche et puis le mercredi, elle est décédée. Alors tout le monde est venu, là, Marco, David, tout ça. Ils nous ont jamais laissés tous les deux tout seuls. 24 heures avant, ils sont heureux, quoi. David Binon, ami d'Angélique. Ils sont heureux de voir leur fille, ils sont heureux de venir là au soleil, ils sont heureux de voir tout le monde. Et puis 24 heures après, c'est le pire qui puisse arriver, quoi. Perdre son enfant, quoi. Dans ces circonstances-là, c'est... L'extrême violence du crime provoque un véritable traumatisme à Grand-Case. Qui a bien pu s'en prendre à celle que tout le monde ici surnommait Angie? Quelqu'un de passage ou alors un habitant du village? Sur Grand-Case, tout le monde est en état de choc. Sylvie Goga, amie d'Angélique. On se regarde, on se dit mais c'est pas possible, qui a pu faire ça? Et je me suis dit mais c'est pas possible. Jean-Marc Négrite, ami d'Angélique. C'est pas possible, c'est pas possible que ce soit Angélique. Ils se sont trompés. Et là, j'ai cherché à savoir, on m'a dit oui, c'est bien elle. Ceux qui avaient des enfants ou des filles de l'âge de 20 ans, qui ont des voitures, qui sortent, alors on avait tous la trouille. Que ça arrive à nos enfants. Toi, tu passes avec ta voiture, ça t'arrive pareil, t'es un peu la pétoche, quoi. L'enquête commence côté néerlandais, là où le corps de la jeune femme a été retrouvé. Et très vite, ces policiers établissent qu'Angélique était en possession d'argent liquide, environ 1 000 €, qu'elle avait retiré le matin même de sa disparition. On sait qu'Angélique va effectuer notamment un retrait pour pouvoir payer la location de l'appartement de vacances de ses parents. Elle a pu être dépouillée de son argent et peut-être s'opposant à celui qui voulait la voler, à ce moment-là, frappée. Mais c'est curieux pour un crime de rôdeur, une telle intensité dans les violences, une telle intensité dans le massacre. Tout l'argent qu'Angélique avait sur elle a disparu. Mais d'après les premières constatations faites sur son corps, la police néerlandaise envisage un autre scénario, celui d'une agression à caractère sexuel. On peut évidemment pas l'exclure au regard de ce morceau de bois. À cet endroit-là, en zone sexuelle, qui peut laisser penser à un abus sexuel qui tourne mal. Alors, meurtre crapuleux ou acte d'un déséquilibré? Le mystère demeure entier. Reste que ce crime vient s'ajouter à de nombreux homicides survenus à Saint-Martin ces derniers mois. Car derrière l'image de ce petit paradis se cache une autre réalité, bien plus terrible. Agression mortelle, règlement de compte, trafic de drogue. La famille d'Angélique est sous le choc. Et c'est là que j'ai découvert que annuellement, c'était à peu près 17 meurtres.
Patrice Leclerc, beau-frère d'Angélique. Il semblerait que ça ressemble plus à des villes de l'Amérique du Sud où il y a beaucoup de problèmes de dealers et autres. Et on se dit, en fait, c'était pas une île aussi paradisiaque qu'il y paraissait. Le 9 juin 2006, la population de Saint-Martin se révolte contre la violence et l'insécurité. Une grande marche blanche en l'honneur d'Angélique est organisée spontanément. Ses parents sont même reçus à la sous-préfecture de Marigot, le chef-lieu de la partie française. On espère que l'île retrouve son calme qu'elle avait autrefois et que ces violences s'arrêtent entre les peuples. Angélique voulait la paix pour le monde, elle voulait que tout le monde... Elle était trop bonne, elle faisait confiance à tout le monde et voilà. Mais on l'a trahi. On l'a trahi, c'est tout. Les parents, imaginez-vous, ils sont submergés, quoi. Quand on est à la Marche Blanche, et c'est des centaines, voire des centaines de personnes qui viennent leur adresser la parole, qui connaissent pas. Des gens qui leur parlent en espagnol, en anglais, en créole. Et ils sont abasourdis, quoi. Stop the fighting and the killing, you know. Stop à la violence et au meurtre. Angie était vraiment quelqu'un de bien. Black and white also, you know. Il y a un petit noir qui est venu, il m'a donné un collier autour du cou, puis il était pas riche, il vendait ça sur la plage, là, vous voyez, des... René Chauviré, mère d'Angélique. Je lui dis, mais non, garde donc, tu les vendras sur la plage. Non, parce qu'Angélique m'a tellement fait de cadeaux que je vous l'offre. Alors, tout ça, c'était... Dix jours après le crime, l'émotion est intacte à Saint-Martin. La mort d'Angélique continue de faire la une de la presse locale. On a vu nos parents sur les journaux quotidiens. Isabelle Chauviré-Leclerc, sœur d'Angélique. Avec la photo d'Angélique dans leurs mains, assis dans un appartement, les larmes aux yeux. Ils sont restés pratiquement les 2 semaines là-bas. Ils sont revenus avec le corps d'Angélique dans la soute de l'avion. Après, ils sont rentrés et puis ils sont arrivés dans leur commune. Le corps d'Angélique est arrivé que le lendemain. La région tout entière est secouée par ce crime atroce, car c'est ici, en Anjou, qu'Angélique Chauviré avait passé toute son enfance. Même si Angélique était loin, elle était restée dans les cœurs. Jean-Yves Lignel, journaliste au Courrier de l'Ouest. Et l'émotion est considérable ici dans les Mauges. C'est le destin brisé, fracassé d'une enfant des Mauges. Yves Boiteau, journaliste, correspondant pour Le Parisien. Il se termine sur cette île paradisiaque et ça rend cette affaire vraiment tragique, quoi. Un dernier hommage est rendu à Angélique Chauviré. Elle avait tout juste 30 ans. Sa famille, anéantie par le chagrin, n'a plus dès lors qu'une seule obsession, connaître la vérité. On se retrouve sans savoir quoi faire et puis il n'y a rien à faire. On se retrouve plongé dans un monde de justice, de meurtre, d'enquête. On n'y connaît absolument rien. On était sous le choc et il fallait quand même agir. En fait, j'ai été directement dans l'action. Je me suis pas posé de questions pour qu'on aille jusqu'au bout de l'histoire et savoir ce qui s'était passé et pourquoi ça s'était passé comme ça. À Saint-Martin, la police hollandaise se concentre sur les circonstances du crime. Du côté français, les gendarmes, eux, s'attaquent à l'enquête de personnalité. Ils convoquent un par un les amis d'Angélique. Quelqu'un aurait-il pu lui en vouloir au point de l'assassiner? Donc on a été convoqué à la gendarmerie par les enquêteurs. David Binon, ami d'Angélique. Donc on est un peu comme des zombies, quoi. Donc on raconte à Punji comment elle est, qui la voit, où elle a l'habitude d'aller. Une fille gentille, aimante, pleine de vie, généreuse.
Elle avait ce don d'attirer les gens pour sa gentillesse. Et c'est là que on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Les gendarmes français doivent se rendre à l'évidence. Personne ne connaissait d'ennemi à Angélique. Pour eux, une seule certitude à ce stade. Il s'est forcément passé quelque chose dans les heures qui ont précédé sa mort. Alors, les enquêteurs, côté français, Sandra Chirac-Colaric, avocate des parties civiles, vont s'atteler à reconstituer l'emploi du temps de cette jeune femme le 31 mai 2006. Je crois qu'en plus, je suis la dernière personne à qui elle a eu un contact téléphonique. Il est alors un peu plus de 14 heures, le jour de la disparition d'Angélique. Voilà ce que David, son ami, raconte aux enquêteurs. Et elle me dit qu'on va aller manger avec ses parents. Et donc, on se dit au revoir, on se dit bon, ok. Et puis après, la journée se passe. Et le soir, les heures passent, et puis pas de nouvelles, quoi. L'appel qui est donc enregistré et repéré à 14h33 précisément est le dernier signe de vie d'Angélique. On n'observera plus rien d'exploitable en téléphonie. Et ce dernier appel, les gendarmes découvrent, grâce au bornage, qu'Angélique l'a passé depuis Quartier d'Orléans, un endroit inattendu situé du côté français, tout près de la frontière. Quartier d'Orléans, une localité bien connue en tout cas de la gendarmerie. Effectivement, c'est un carrefour de drogue, un carrefour de trafic connu dans les Antilles. Mais aujourd'hui, c'est des règlements de compte, des bandes. Jean-Marc Négrite, ami d'Angélique. Il y a des gens très dangereux. Il y a de la mafia, il y a de tout. Une zone de Far West où on peut faire à peu près ce que l'on veut, où se développe une délinquance extrêmement forte. Mais d'après ses proches, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'Angélique se soit rendue sur place. Face aux gendarmes, ils sont formels. La jeune femme avait des amis sur toute l'île. Elle s'y déplaçait partout, sans jamais craindre quoi que ce soit pour sa sécurité. Oui, du fait qu'Angélique soit ouverte à tous. Patrice Leclerc, beau-frère d'Angélique. C'est vrai qu'elle nous parlait qu'elle allait dans les villages. Elle avait tous ses amis, c'était multiracial, quoi. Elle n'était pas restée entre expatriés, comme ça arrive parfois sur certaines îles. C'est quelqu'un qui avait des relations, un tissu de relations qui était extrêmement large. Chez les enquêteurs français, les questions se bousculent. Angélique avait-elle un rendez-vous à Quartier d'Orléans? Aurait-elle fait une mauvaise rencontre? Des habitants confirment l'y avoir aperçue en début d'après-midi, et elle paraissait tout à fait détendue. Il va être établi, et c'est à partir de là qu'on aura plus trace d'Angélique, qu'à 14h30 à peu près, elle est vue avec un groupe de jeunes au niveau d'un arbre, c'est un lieu de rencontre. Alors, a-t-elle été suivie? Est-elle la victime de personnes qui la connaissaient très bien, qui ont abusé de sa confiance? Là, il y a des questions auxquelles on a envie de trouver des réponses. En poursuivant l'enquête de voisinage, la gendarmerie en apprend un peu plus sur les agissements de la jeune femme cet après-midi-là. Des témoins affirment l'avoir vue partir seule au volant de son véhicule, et visiblement, elle suivait une autre voiture. La trace d'Angélique se perd au moment où elle va prendre sa propre voiture pour suivre un véhicule Jeep, et là, on n'a plus du tout de nouvelles d'Angélique. C'est-à-dire que cette personne-là est partie devant elle et Angélique la suivait. Après, de là, il y a eu on peut supposer plein de choses. L'hypothèse qui à ce moment-là est posée par les enquêteurs, c'est que la personne qui conduit ce véhicule Jeep, c'est la dernière personne à avoir vu Angélique. À partir de là, plus rien, jusqu'à la découverte de la voiture abandonnée, puis du cadavre d'Angélique, 2 jours plus tard, en partie hollandaise. Et selon les témoins, c'est un homme qui conduisait cette fameuse Jeep. Il était en contact avec Angélique. Pascal Rouillet, avocat des parties civiles. Il était en proximité avec Angélique dans les minutes
qui ont précédé sa disparition. Et donc, c'est évidemment la première piste qui va être explorée, à savoir identifier cette personne. Grâce au fichier des cartes grises, il ne faudra pas longtemps aux gendarmes pour mettre un nom sur ce mystérieux conducteur. Il s'appelle Catron Fortune, originaire de la Grenade, une autre île des Antilles. Cet homme de 29 ans est aussi surnommé Cucci, et ce n'est pas n'importe qui. Alors, le fameux Cucci est décrit comme une personne assez imposante, un homme d'une stature assez robuste, assez carré, assez grand. C'est quelqu'un qu'on voit dans tous les milieux un peu festifs. Jean-Yves Lignel, journaliste au Courrier de l'Ouest. C'est quelqu'un qui est une espèce de vedette locale, qui parle beaucoup, qui parle fort. Cucci est un habitué des soirées créoles dans les bars et sur les plages de Saint-Martin. D'après les témoins, c'est même là qu'Angélique a fait sa connaissance. Et ils avaient certaines relations en commun. Personne ne lui connaît une amitié de longue date avec cet homme. Il s'avérera au décours de la procédure que finalement ils se connaissent depuis 3 mois. Le fameux Cucci ne fait pas partie du cercle amical d'Angélique, très clairement. Les enquêteurs vont s'intéresser au fameux Cucci parce que c'est établi qu'elle va suivre le véhicule qui est conduit par Cucci et qu'à partir de là, il n'y a plus de nouvelles d'Angélique. D'après les fichiers de la gendarmerie, cet homme n'est pas seulement une figure des soirées festives. Il vient aussi de purger une peine de prison ferme, côté hollandais, pour attaque à main armée, extorsion de fonds et détention d'armes à feu. On est face à une personne qui se présente comme un criminel de grande envergure. On n'a pas affaire à un individu lambda qui aurait un casier judiciaire néant. On a affaire à quelqu'un d'exceptionnel sur le plan de la dangerosité. Il est chef de gang. Il est chef de gang. Mais alors, pourquoi Angélique aurait-elle suivi de son plein gré un individu si dangereux ? C'est le mystère. Avec un tel profil et de tels antécédents, Cucci fait évidemment figure de suspect numéro 1. Les gendarmes français doivent l'interroger de toute urgence. Reste à savoir où il se trouve. Car s'il est en territoire néerlandais, les choses vont se compliquer. C'est 2 cultures différentes, c'est 2 polices différentes, c'est 2 justices différentes. Angélique est française, mais le corps est retrouvé dans la partie néerlandaise. Sur un mode purement opérationnel, ce sont bien les services d'enquête hollandais qui travaillent. La partie la plus importante de cette enquête reste donc pendant des mois entre les mains de la police néerlandaise. Dans ces conditions, difficile pour la famille d'Angélique de se tenir informée. À l'éloignement s'ajoutent les problèmes de coopération judiciaire entre les 2 pays. Pour moi, c'est très flou. On entend parler d'un suspect. Isabelle Chauviré-Leclerc, sœur d'Angélique. J'essaie d'avoir des informations via les directeurs d'enquête, mais eux ne peuvent rien divulguer. On ne sait rien du tout. Après, nous, on est tellement loin en France, on ne sait pratiquement rien. On appelait les gendarmes quand même. Ils savaient pas trop, vous voyez. René Chauviré, mère d'Angélique. Ils s'entendaient pas tellement gendarmes côté hollandais avec côté français. Décembre 2006, plus de 6 mois après la mort d'Angélique, alors que sa famille essaie tant bien que mal de suivre l'avancée de l'enquête, c'est le coup de théâtre. Les gendarmes français apprennent que leur suspect, Catron Fortune, est emprisonné côté néerlandais. Il serait impliqué dans un autre meurtre. Donc on est une vingtaine de jours avant le crime qui a touché Angélique. Sandra Chirac-Colaric, avocate des parties civiles. C'est un dossier d'homicide volontaire qui concerne un jeune homme. Un jeune de Saint-Martin, héroïne Margarita. Yves Boiteau, journaliste, correspondant pour Le Parisien.
qui est installateur d'antennes et qui va être lui aussi tué pour un butin dérisoire, des baskets et une chaîne en or. Il y a un décalage entre le butin et la violence du crime. Erwin Margarita n'avait que 22 ans. Il a été dévalisé, puis criblé de balles. Son corps a ensuite été abandonné dans un terrain vague, exactement comme celui d'Angélique, 3 semaines plus tard. Un crime pour lequel Cucci sera condamné début 2007 à 21 ans de prison par la justice hollandaise. Le fait d'avoir ce profil d'extrême dangerosité dans l'environnement immédiat d'Angélique à quelques instants de sa mort, ça ne manque pas d'interroger, évidemment. On est au courant qu'il est emprisonné. Quelque part, ça nous rassure. Parce qu'on se dit, voilà, l'enquête va se poursuivre de notre côté à nous. Et à un moment donné, on aura bien quelque chose dans le dossier pour le mettre en examen, ce plat. À ce stade, les gendarmes n'ont que des soupçons contre lui, mais aucun élément matériel. Par conséquent, ils misent tout sur la police technique et scientifique hollandaise. Cucci aurait-il laissé son ADN sur la scène de crime? C'est le seul espoir des enquêteurs français. La pierre qui est retrouvée à proximité du visage, très clairement, on pose l'hypothèse que c'est l'arme du crime qui a été utilisée pour fracasser le crâne de cette jeune femme. Mais en questionnant leurs homologues hollandais, les gendarmes font une découverte stupéfiante. Cette fameuse pierre, peut-être un indice capital, a été laissée sur place. Elle n'a pas été saisie. C'est-à-dire que c'est comme si on arrivait sur une scène de crime. Pascal Rouillet, avocat des parties civiles. Et qu'il y avait une arme au sol et qu'on ne saisissait pas l'arme. Il est certain qu'on est sur une anomalie majeure dans ce dossier, à savoir que cette pierre nécessairement aurait dû être saisie et qu'elle ne l'a pas été. Les gendarmes français n'en reviennent pas. Sans cet incroyable dysfonctionnement côté néerlandais, l'enquête aurait probablement connu une avancée déterminante, puisque l'ADN de Cucci n'a pas été retrouvé sur le corps d'Angélique. Il suffisait de la saisir dans des conditions de conservation convenables, cette pierre, pour se donner la possibilité, tout de suite ou plus tard, de mener des investigations. Et ensuite, on voit, lorsqu'on a un suspect, si ça match, comme on dit, ou pas. Mais là, on n'avait pas les moyens de matcher ou pas matcher, puisqu'il n'y avait pas d'enquête de police technique et scientifique. Et là, on se dit que l'enquête a été bâclée, quoi. On parle quand même d'un homicide, quoi. David Binon, ami d'Angélique. On parle quand même d'un homicide, d'une jeune fille. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi ça avance pas plus vite? Pourtant, en mars 2008, 2 ans après la mort d'Angélique, l'espoir renaît parmi les siens. La justice hollandaise autorise un juge français à interroger Fortune sur son lieu de détention. Mais en l'absence de toute preuve formelle, le suspect nie catégoriquement les faits. À l'issue de cet interrogatoire, ça ne donne pas grand-chose puisque Cucci nie en bloc. Alors on est dans l'impasse puisque on a finalement un suspect qui n'entend pas reconnaître quoi que ce soit. Il admet seulement avoir croisé Angélique à l'occasion de soirées, mais rien de plus. Et sans aveu de sa part, ni élément matériel, les enquêteurs français sont face à un mur. D'autant que personne ici n'oserait dénoncer Cucci, ce redoutable chef de gang. Quelqu'un d'extrêmement dangereux, en tout cas, ça c'est certain, qui était connu en fait sur l'île, dont le caractère violent était manifeste. Donc il y avait une peur à l'égard de ce personnage. Ils ont la conviction que les gens savent. Patrice Leclerc, beau-frère d'Angélique. Que certaines personnes savent des choses. Mais on l'a bien compris. Les gens se taisaient par peur de représailles. On est sur une omerta, on est sur une loi du silence sur cette île. Très clairement, ça n'a pas simplifié la tâche des enquêteurs. Côté néerlandais, même résultat. Fin 2009, après plus de 3 ans d'enquête, le dossier Angélique Chauviré est toujours au point mort.
si bien que la justice hollandaise décide de classer l'affaire sans suite, faute de preuves. D'ailleurs, la procédure hollandaise se conclura avec une absence d'identification de l'auteur des faits. Elle va se clôturer cette enquête avec cette idée que on ne saura jamais qui est l'auteur. Donc cette procédure, elle est transmise aux autorités françaises qui, quelque part, va prendre ce relais nécessaire pour pouvoir essayer d'étayer ce dossier et de parvenir à la manifestation de la vérité. Été 2010, soit 4 ans après le meurtre d'Angélique. À la demande de ses parents, les gendarmes français reprennent point par point tous les éléments de l'enquête hollandaise. Sans aveu ni ADN, et malgré la loi du silence, la famille Chauviré veut encore croire que la vérité finira par éclater. Ils prennent conscience en 2009 des dégâts de l'enquête initiale, la manière dont elle a été mal orchestrée, et là, ils doivent en fait réaliser qu'il faut relancer l'enquête et qu'il faut repartir au combat. Même si on sait que la justice est très lente. Mais on prend patience et on espère. Pour les proches d'Angélique, il n'est pas question de céder à la fatalité. Depuis la France, via leurs avocats, ils maintiennent la pression sur les enquêteurs. Il faut pas que le dossier soit en dessous la pile, c'est pas possible. C'est pas possible. Isabelle Chauviré-Leclerc, sœur d'Angélique. Parce qu'on peut pas vivre... Moi, je pouvais pas. Il fallait un point final à l'histoire. C'est très clairement insupportable. C'est insupportable à vivre, à endurer, parce que, on vit avec cela au-dessus de la tête, toujours dans un coin de la tête, parce que ça ne part pas, ça ne partira jamais. C'était ma petite sœur. Alors, ma petite sœur, elle comptait beaucoup pour moi. Je lui ai fait la promesse à Angélique, là où elle est. J'ai fait la promesse à mes parents que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour aller jusqu'au bout et que justice soit faite. Peu importe ces années qui défilent, peu importe tous ces obstacles insurmontables, c'est un serment fait à Angélique que sa grande sœur Isabelle ne trahira jamais. À Saint-Martin, les gendarmes français reprennent tout depuis le début. Ils ont la conviction que Cucci est leur meurtrier, mais ils n'ont aucune preuve tangible pour l'incriminer. Heureusement pour eux, son emprisonnement va jouer en leur faveur. Petit à petit, les langues se délient. Des témoins osent enfin se manifester. D'après eux, Angélique aurait appris des choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Apparaît l'idée que Angélique pouvait avoir un certain nombre d'informations qui faisaient qu'elle était dangereuse pour Fortune. Ce Cucci, il a une réputation derrière lui qui est extrêmement mauvaise, d'autant plus mauvaise Yves Boiteau, journaliste, correspondant pour Le Parisien. Que 2 de ses amis, ou en tout cas fréquentations, ont disparu dans les mois qui précédaient. 2 disparitions d'hommes assez jeunes. Sandra Chirac-Colaric, avocate des parties civiles. Le premier a disparu en novembre 2005. Pour le second, c'est intervenu en mars 2006. Alors Cucci aurait-il éliminé ces 2 hommes? Quant à Angélique, menaçait-elle de le dénoncer à la suite d'un double meurtre? Ce n'est toujours qu'une hypothèse. Mais ce scénario sera confirmé, devant les gendarmes, par Chico Fortune, le propre frère du suspect. Et il est ressorti de ce témoignage-là que Cucci était à la tête d'un gang et que dans ce gang figuraient notamment les 2 jeunes hommes qui ont disparu. Vraisemblablement, il avait fait disparaître Pascal Rouillet, avocat des parties civiles. 2 garçons qui étaient ceux de sa bande, la bande qu'il animait. Et Angélique, a eu connaissance de cette information. Et pour lui, il était inenvisageable que cette jeune femme reste en vie et qu'elle puisse parler. Le mobile paraît maintenant établi. Les gendarmes le sentent. L'étau se resserre inexorablement sur Catherine Fortune. Surtout qu'il aurait lui-même reconnu publiquement, devant témoins,
être l'auteur de nombreux crimes, celui d'Angélique et bien d'autres encore. C'est une personne qui a quand même commis beaucoup de meurtres. Ils nous ont parlé une quinzaine, voire 17 meurtres à son actif. Fortune est évidemment un tueur en série. On peut imaginer qu'au-delà de ce que l'on sait aujourd'hui, il y ait d'autres cadavres à mettre malheureusement à son palmarès. C'est le véritable tournant de cette enquête. Le nommé Cucci aurait donc attiré Angélique dans un traquenard le jour de sa disparition, dans le seul but de la supprimer. Angélique qui n'avait manifestement pas mesuré que, au milieu de tous ces gens qu'elle fréquentait, il y en avait un qui était d'une particulière violence et d'une particulière dangerosité. Il donne la mort, il est capable de donner la mort comme on va faire ses courses. Un regard et c'est fini. On commence quand même à voir les éléments d'un puzzle qu'il désigne comme l'auteur du crime atroce dont a été victime Angélique. Pour sa famille, comme pour ses amis, un tel scénario paraît plausible. Parce qu'elle en savait peut-être trop, Angélique serait devenue la femme à abattre. Angélique, c'était quelqu'un qui voulait aider tout le monde. C'était son côté grand cœur à Angélique, voilà. Et puis voilà, ça lui a été fatal. Du fait qu'elle soit au courant de certaines choses ou qu'elle ait entendu ou vu. Jean-Marc Négrite, ami d'Angélique. Forcément, elle devient une cible, une proie, quelqu'un à faire taire. Le 23 juillet 2015, Catherine Fortune est mise en examen par un juge français pour assassinat et acte de torture sur la personne d'Angélique Chauvirey. Pourtant, malgré ces témoignages qui l'accusent, Cucci continue de tout nier en bloc. Il est mis face à tous les éléments qui ont été recueillis dans le cadre de la procédure, mais il reste assez évasif, il n'apporte pas concrètement d'explications. Il vient dire du bout des lèvres que peut-être il connaissait Angélique, mais finalement il s'exprime très très peu, évite et contourne les questions. Pour les proches d'Angélique, c'est peut-être le bout du tunnel. Traumatisés par 9 ans d'incertitude et de faux espoirs, ils osent enfin y croire. La mise en examen de ce personnage, c'est vrai que c'est un aboutissement aussi. Patrice Leclerc, beau-frère d'Angélique. Puisque c'est quelque chose qu'on a espéré depuis des années. Et ça se produit, et ça se produit enfin. C'est un combat d'un certain nombre d'années, et dès lors que je peux me réjouir d'un petit élément nouveau, pour moi c'est une victoire. Isabelle Chauvirey-Leclerc, sœur d'Angélique. Donc là, la mise en examen, bien sûr, ça fait partie des petites victoires qu'on aura gagnées dans toute cette épreuve. Et cette épreuve, la famille d'Angélique ne se doute pas qu'elle est encore loin d'être terminée. À ce stade, son meurtrier présumé est toujours entre les mains des autorités hollandaises. Saint-Martin, janvier 2016. Voilà 10 ans que Cucci est emprisonné pour meurtre côté néerlandais, et 7 mois tout juste qu'il est mis en examen dans l'affaire Chauvirey. Alors que la famille d'Angélique espère son extradition, le suspect est transféré hors de sa prison pour une visite médicale. On est 10 ans après les faits. Catherine Fortune va réussir, avec l'aide de complices, à échapper à ses surveillants. Il y a des coups de feu qui sont échangés. Jean-Yves Lignel, journaliste au Courrier de l'Ouest. C'est quelque chose de très violent, mais il se sauve, il disparaît dans la nature. Là où on avait mis tant de temps, pourtant, à le récupérer, c'est rocambolesque, c'est tragique, mais c'est rocambolesque. Pour la famille d'Angélique Chauvirey,
c'est évidemment la douche froide. Voilà plus de 10 ans de combat réduits d'un seul coup à néant. Ils se sauvent et pouf, disparu, évaporé. Là, on est un peu anéanti, on est en colère parce que on peut pas comprendre que ça puisse arriver. Moi, j'étais pas tranquille. Renée Chauviré, mère d'Angélique. J'ai dit, il va s'amener en France et puis il va venir chez nous et puis. Voilà, on imagine un tas de trucs. Hein. On se dit, on se dit entre nous, il pourrait très bien débarquer ici, nous faire la peau. Mais il est un autre endroit où l'on retient aussi son souffle, c'est sur l'île de Saint-Martin, là où Catron Fortune, alias Cucci, est précédé par sa terrifiante réputation. Là, on se dit, là, il y a un souci. Gassiverde est comme par hasard, lui, le plus dangereux. Il y a un problème. Mais c'est le choc. Mais là, c'est la psychose qui redémarre, tout de suite. Tout de suite, les gens, ils commencent à cogiter, à se dire, oh là là. Je me dis, c'est pas possible qu'un monstre pareil s'évade. Sylvie Goga, amie d'Angélique. Qu'il soit en liberté, qu'on n'arrive pas à l'attraper. C'est, j'allais dire, le loup dans la bergerie, c'est le loup qui revient. Sandra Chirac-Colaric, avocate des parties civiles. Et c'est cette peur et cette terreur qui va de nouveau imprégner notamment l'île de Saint-Martin. Des deux côtés de la frontière, les forces de l'ordre se mobilisent et multiplient les recherches, sans aucun résultat. Car l'enquête se heurte encore et toujours à la loi du silence. Moi, j'entends dans la rue, il est à Quartier d'Orléans, on l'a vu, machin. Il habitait Quartier d'Orléans des semaines et des semaines. Dans le village, là. Brigitte Longeval, amie d'Angélique. Tout le monde le savait, il faisait la peur à tout le monde, un peu. Mais personne ne faisait rien, il ne devait pas dire il est là, hein. Côté français et côté hollandais, Catron Fortune fait désormais figure d'ennemi public numéro 1. Il reste insaisissable et serait lourdement armé. C'est le début d'une véritable chasse à l'homme. Il y a un avis de recherche qui est lancé, une récompense qui est promise à celui qui mettra la main sur cet individu, en précisant que si l'on croit cet individu, il faut appeler le numéro qui est indiqué. Voilà, on est au Far West avec un appel à dénonciation. Yves Boiteau, journaliste, correspondant pour Le Parisien. Prime à l'appui pour retrouver d'urgence Cucci. De l'autre côté de l'Atlantique, dans la région des Mauges, la famille d'Angélique est totalement abattue. Les semaines passent et toujours aucune trace du fugitif. La colère est là et puis on se raccroche à l'espoir qu'il va être repris dans les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, puis en fin de compte, 1 an passe et il est toujours dehors. Il y a quelque chose qui depuis le départ ne fonctionne pas. Alors on se raccroche au fait qu'il y a bien quelqu'un qui va le reconnaître et puis qui va le dénoncer. C'est pas possible autrement. Été 2017, 11 ans après la mort d'Angélique. Déjà 18 mois de chasse à l'homme dans toutes les Antilles. Alors que l'espoir commence à s'amenuiser, l'enquête s'accélère enfin à 300 km au sud de Saint-Martin. On est en juillet 2017. Cucci est retrouvé sur une île plus au sud de l'île Saint-Martin, Saint-Kitts et Nevis, une petite île méconnue également. Il est arrêté dans des conditions par contre assez épiques, puisque là il y a des échanges, il est armé, il y a des échanges de coups de feu. La prime qui avait été promise à ceux qui permettraient de le retrouver a dû jouer quelque peu. Cucci est aussitôt rapatrié sous bonne escorte vers Saint-Martin. À son retour sur l'île, il est réincarcéré à la prison de Pointe-Blanche, dans la partie néerlandaise.
On est excité, content. Patrice Leclerc, beau-frère d'Angélique. Parce que 1 an et demi de cavale, c'est quand même quelque chose. Hein. Ça a été un énorme soulagement. Voilà, il y aurait quelqu'un à visualiser dans le box des accusés. Isabelle Chauviré-Leclerc, sœur d'Angélique. Il faut que celui qui a fait ça soit reconnu coupable, que la justice le condamne pour le meurtre d'Angélique et pour toutes les tortures qu'il lui a faites. Pour la famille d'Angélique, il n'y a plus d'obstacle à la tenue d'un procès devant la justice française. Pourtant, 2 mois plus tard, l'impensable va de nouveau se produire. L'apocalypse, le chaos, la désolation et même l'enfer, des mots très forts à la une de presque tous vos journaux ce matin pour qualifier l'énormité de la catastrophe aux Antilles. Les secours commencent à arriver, on le verra, à Saint-Martin où les dégâts sont gigantesques et le bilan provisoire s'est encore alourdi. 6 septembre 2017, Irma, l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire, laisse derrière lui une dizaine de morts et une île totalement ravagée. Alors que les scènes de pillage se multiplient, plusieurs chaînes de télévision interrompent leur programme. Cette information à présent qui nous est confirmée par l'un de nos envoyés spéciaux à Saint-Martin, la prison côté hollandais a été dévastée par l'ouragan Irma et ce matin, 250 prisonniers se sont évadés. Dans les médias, on nous a annoncé qu'un certain nombre d'individus s'étaient échappés de Pointe-Blanche. Alors là, on s'est dit, c'est pas possible, là. C'était un choc. Si lui s'est déjà évadé une fois, je pense qu'il est dans les premiers à être sorti, le premier à être parti. Mais 24 heures plus tard, cette évasion collective est finalement démentie par les autorités. Cucci est malgré tout transféré vers les Pays-Bas dans une prison haute sécurité pour éviter tout nouveau risque d'évasion. Pour la famille d'Angélique, après 12 ans de calvaire, il reste encore une épreuve à franchir, celle du procès de son assassin présumé devant la justice française. Ils ont vécu des montagnes russes en termes d'émotions, de peur, de terreur, de déception, de frustration, de surprise. Ils sont passés par tous les états émotionnels possibles. Bah oui, quand même. Renée Chauviré, mère d'Angélique. On espérait tout le temps que il allait y avoir une fin, quand même. Vivre ça pendant des années, il faut absolument que ça se termine. Il faut absolument qu'on écrive le point final à cette histoire. Le procès s'ouvre en octobre 2020 devant la cour d'assises de Basse-Terre, en Guadeloupe. 14 ans après les faits, Catron Fortune, absent du box, est jugé par contumace. L'homme, toujours emprisonné aux Pays-Bas, est finalement condamné à 30 ans de réclusion pour le meurtre d'Angélique Chauviré. À Saint-Martin, malgré toutes ces années qui ont passé, personne n'a oublié le grand sourire d'Angélique. La victime vit encore dans le souvenir de ses amis restés sur place. La peine des parents, de ses amis, d'un village, d'une île. Sylvie Goga, amie d'Angélique. Voilà, ça reste des choses marquantes. On n'oublie pas. C'était une tristesse vraiment profonde, quoi. David Binon, ami d'Angélique. Et à l'heure d'aujourd'hui, la cicatrice, elle est toujours là. Je vous dis, c'est incompréhensible, quoi. Tous les jours, je pense à elle. Tous les matins au réveil. Dans la région des Mauges aussi, on se souvient de la jeune femme, car c'est ici qu'elle avait grandi, entourée par les siens. On parle d'Angélique très régulièrement. Au jour d'aujourd'hui, on parle d'Angélique, on parle des bons moments, on rit des moments qu'on a pu passer. On aimait bien discuter avec elle. Quand elle nous racontait ses voyages, c'était toujours de l'émerveillement pour nous. Oh, elle avait du tempérament quand même, oui. Mais elle avait peur de rien, je vous dis. Elle fonçait tout le temps dans le brouillard, si on veut dire. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée.
et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Aurélie Mignot. Janvier 2023, à la cour d'assises de la Sarthe. Un procès sous haute tension s'apprête à débuter. Et nous y étions. Dans le box, 3 hommes et une femme. Ils sont accusés d'avoir brûlé vive Aurélie Mignot, une mère de famille sans histoire. Mais chacun se renvoie la responsabilité de cette nuit d'horreur. Alors que vont décider les jurés? Et comment la vérité va-t-elle éclater? La réponse dans ce podcast exceptionnel de Chronique criminelle. Tout commence à La Flèche, une ville connue pour son célèbre zoo et pour son prestigieux lycée militaire. C'est dans cette commune que Stéphane Chouban et Aurélie Mignot ont décidé de s'établir il y a maintenant 20 ans. Ils ont une quarantaine d'années et ils sont à la tête d'une jolie tribu de 5 enfants. La Flèche, c'est une toute petite ville de 15 000 habitants à peu près. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Qui est dans la Sarthe, à peu près à mi-chemin entre Angers et Le Mans. Alors on est sur une maison de ville à La Flèche. Sarah Virion, avocate des parties civiles. Qui est pas très loin de la gare, dans une rue qui est assez passante. À l'époque, les 3 filles aînées du couple ont déjà pris leur envol, et seuls les 2 garçons, Quentin, 15 ans, et James, le petit dernier de 8 ans, habitent encore à la maison. Une famille en apparence idéale. Mais au début du printemps 2019, un événement tragique vient anéantir le cours de leur vie. Il est 3 heures du matin, dans la nuit du 28 avril 2019. Tout le monde dort, lorsque subitement, Aurélie se lève en sursaut. Donc cette nuit-là, Aurélie va se réveiller d'un seul coup. Jonathan Proust, avocat de la défense. Elle dit qu'elle va être réveillée comme avec un bruit de barbecue. C'est le bruit du feu. Elle s'embrase. Elle se lève brutalement. Elle s'aperçoit qu'elle est en feu. Elle regarde ses mains. À côté d'elle, dans le lit, il y a son compagnon. Pascal Rouillet, avocat des parties civiles. Son premier réflexe, c'est, non pas elle, mais lui. Elle lui dit « Bébé, réveille-toi, il y a le feu ». Le feu prend sur son buste, sur son cou, sur sa tête, sur ses cheveux. Elle est absolument enflammée, toute la partie supérieure de son corps. Stéphane Chouban, très rapidement, prend la couette qui est sur le lit. Camille Crabière, avocate de la défense. Pour tenter le plus vite possible d'étouffer les flammes. C'est une scène d'enfer. Madame est en feu, elle hurle. Immédiatement, parce que la chambre s'embrase, elle pense à ses 2 enfants. Elle a 2 enfants à l'étage. Au rez-de-chaussée, Aurélie est prisonnière des flammes. À l'étage, ses enfants dorment encore. Alors Aurélie leur hurle de descendre. Ses cris finissent par réveiller Quentin. Aujourd'hui, Quentin a 19 ans et il a accepté de nous raconter comment il a failli mourir cette nuit-là. Et je commençais à avoir de la fumée en dessous de ma chambre. Du coup, ça me fait paniquer parce que comme j'ai vu de la fumée... Quentin, fils d'Aurélie Mignot. Le premier geste que j'ai fait, c'est de réveiller mon petit frère. Comme il dormait bien profond, mais je l'ai réveillé. Je l'ai mis devant les marches, et puis après, il est descendu tout seul. Du haut de ses 8 ans, James parvient à rejoindre sa mère en bas des escaliers. Elle le met tout de suite en sécurité. Mais la situation de Quentin se complique. Il est coincé à l'étage et la fumée s'épaissit. J'ai essayé de descendre.
Mais il faisait noir et comme j'ai peur du noir, j'ai paniqué. Il veut aller dans sa chambre récupérer son portable pour s'en servir de torche pour s'éclairer parce qu'il a cette phobie du noir. Et donc il perd quelques précieuses secondes et le temps qu'il récupère son portable, les flammes sont en train de monter à l'étage et donc il est quasiment pris au piège. Il y a là de la fumée et du coup plus ça monte et plus j'arrive pas à respirer. Je l'entendais ma mère crier fort. Elle me disait descends, descends. Je lui disais je peux pas, j'arrive pas. Et je savais pas si elle entendait. Quentin retourne dans sa chambre. Philippe Sadeler, avocat des parties civiles. Mais il comprend vite que la chambre ne va pas, comme le reste des pièces de la maison, échapper au brasier. La crainte, c'est de mourir à ce moment-là. Pris au piège, Quentin escalade aussitôt le Velux de sa chambre. Il se retrouve perché sur le toit à plus de 3,50 m de hauteur. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Mes voisins, ils me disent descends, sinon tu vas mourir, ce sera trop tard pour toi et tout. Et puis là, je me suis dit, je préfère sauter que mourir. Du coup, j'ai sauté, j'ai atterri sur mes 2 pieds. Juste après avoir sauté, il y a les flammes qui ont pris sur le toit. Et à ce moment-là, tout le toit va tomber. À quelques secondes près, il périssait dans les flammes. À 2 secondes près, j'étais plus là. 2 secondes près, j'étais mort. Quentin est sauvé in extremis. Pendant ce temps, Stéphane, le papa, alerte tout le quartier et il appelle à l'aide. Une fois que Stéphane Chouban est sorti, il va frapper à toutes les portes des voisins environnants. Il prévient qu'il y a le feu, que sa femme est blessée, il demande de l'aide pour lui. Il se plaint de sa douleur au bras, il est quand même très sérieusement brûlé. Mais bon, ce qu'il ne réalise pas à ce moment-là, c'est que y a quelqu'un qui est quand même plus en danger, c'est sa compagne, Aurélie, qui, elle, est très grièvement brûlée. Quand les secours arrivent, la scène est terrifiante. La maison est ravagée par les flammes. Les enfants sont prostrés et Aurélie ne bouge plus. Les secours vont très vite voir Aurélie, qui, elle, est absolument hagarde, mutique. Elle est vue par des voisins qui vont dire elle était noire de carbone. Elle est toute noire, toute brûlée, en fait, au niveau de sa peau. On nous dit elle est carbonisée. Lorsque l'ambulance arrive, immédiatement, alors qu'elle vient de sombrer au sol, on s'occupe d'elle et les pompiers diront elle est sans peau, 55% du corps est brûlé, uniquement la partie haute, donc la situation est totalement catastrophique et les médecins diront que souvent dans ces hypothèses-là, il n'y a pas vraiment d'espoir de survivre. Le pronostic vital est engagé. Aurélie est mise sur un brancard. Mais avant que l'ambulance ne démarre, elle demande à parler à sa fille, Anaïs, qui habite la même rue, car elle sent qu'elle ne reviendra pas. Anaïs est l'aînée de la fratrie. Elle nous livre aujourd'hui, exceptionnellement, son témoignage sur le terrible incendie qui a détruit sa famille cette nuit-là. Mon amie est venue me dire que ma maman m'appelait, qu'elle voulait absolument me voir. Ma maman était dans une ambulance et toute recouverte d'une couverture de survie avec des tuyaux et tout. Anaïs, fille d'Aurélie Mignot. Et elle m'a dit adieu, en fait. Elle m'a dit que de prendre soin de mes frères, de prendre soin de ma fille, que ça allait être dur, mais en gros, elle m'a dit adieu et que c'était terminé. On m'a dit, votre maman, elle va sans doute mourir, il faut lui dire adieu parce que son pronostic vital est engagé et c'est peut-être la dernière fois que vous la voyez. Entre la vie et la mort, Aurélie est emmenée en soins intensifs au service des grands brûlés. Elle est aussitôt plongée dans le coma. Dévastée, la famille est en état de choc. Personne ne sait si elle parviendra à s'en sortir. Dans ce quartier de la Flèche, le voisinage aussi est bouleversé, car cette famille qui vient de tout perdre sous leurs yeux est appréciée de tous.
Aurélie, Stéphane, c'est une famille assez classique, un couple, 20 ans de vie commune, 5 enfants, garçons et filles. Elle travaille comme agent d'entretien. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Elle est un peu femme à tout faire au lycée militaire du Prytanée, qui est une prestigieuse institution militaire où on forme les futurs officiers. Et puis Stéphane Chouban, lui, est intérimaire. Il travaille de manière plus aléatoire sur des missions intérim. Il n'a jamais su faire fructifier un emploi ou avoir un CDI ou ce genre de choses. Et le deal qui a été fait entre eux, en quelque sorte, c'est que lui fasse l'homme au foyer et qu'elle ramène de quoi faire bouillir la marmite, comme on dit. Aurélie est décrite par ses proches comme une femme courageuse qui aime son travail et qui ne compte pas ses heures. Mais ce qui fait son bonheur, c'est son rôle de maman auprès de ses 5 enfants. Vous savez, Aurélie, c'est une femme assez formidable, qui est décrite par tout le monde comme jolie, une mère accomplie. Elle a toujours cette joie de vivre, ce sourire un peu à toute épreuve, cette bonne humeur communicative. Elle a vraiment un charme, elle sait se mettre en valeur. Elle est assez solaire, en fait. Elle est assez rayonnante. Retour dans ce quartier de la Flèche où vivait Aurélie. Depuis l'incendie, les voisins et les amis se mobilisent pour venir en aide à cette famille qui a tout perdu. D'autant que ce n'est pas la première fois qu'elle vit un tragique accident. Quelques années plus tôt, en 2016, le père de famille, Stéphane Chouban, a lui aussi frôlé la mort. Ici, tout le monde s'en souvient. On sait que cette famille a été touchée par déjà un drame, peut-être pas aussi épouvantable, mais quelque chose qui a marqué les esprits, c'est que 3 ans auparavant, Stéphane, pour gagner un petit peu d'argent, s'est proposé comme cobaye auprès d'un institut pharmaceutique pour tester des médicaments. Malheureusement, l'un de ces tests avait eu des conséquences dramatiques sur sa santé parce qu'il a fait un AVC. Alors c'était quelqu'un qui était apparu dans les médias locaux et nationaux. Jonathan Proust, avocat de la défense. Il y a eu plusieurs reportages à la télévision nationale. Il avait voulu montrer que son combat était légitime, qu'il était important. C'était un peu David contre Goliath. Stéphane Chouban sollicite toute la presse et son combat fait la une. Il désigne le laboratoire comme unique responsable de son état de santé. Voici une interview qu'il a donnée peu de temps après son attaque, en 2016. Il a décidé de raconter son calvaire. Stéphane Chouban est l'un des 6 hommes hospitalisés à Rennes en janvier suite à des essais thérapeutiques. L'un d'eux est mort. À 42 ans, Stéphane Chouban a décidé de témoigner et de porter plainte. J'ai porté plainte pour manque de surveillance, pour manque de la confiance et moralement aussi. Il y a bien eu des problèmes. Stéphane Chouban. On n'est pas arrivé comme ça, on est arrivé en super bonne santé. Je suis en colère parce qu'ils nous ont menti et je suis en colère parce qu'ils ne nous ont pas surveillé sur place. Avec la médiatisation et les poursuites judiciaires, Stéphane Chouban obtient gain de cause. Il touche 25 000 € de dommages et intérêts. Avec le temps, mais aussi et surtout avec le soutien d'Aurélie, Stéphane récupère peu à peu ses facultés. Tout le monde se dit... Ces gens-là n'ont pas de chance. Stéphane Chouban a fait un essai clinique, il a donné sa personne pour essayer d'améliorer la science. Sarah Virion, avocate des parties civiles. Et aujourd'hui, il perd sa maison, sa femme est dans un état dramatique et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir la retrouver et s'ils vont pouvoir la retrouver. Les organes sont touchés, elle ne peut plus respirer. Pascal Rouillet, avocat des parties civiles. On installe une canule pour permettre une respiration artificielle. On tente le tout pour la sauver. Au service des Grands Brûlés de Nantes, à 2 heures de la Flèche, Aurélie est toujours plongée dans le coma. Aucun signe d'amélioration. Et lorsqu'Anaïs se rend au chevet de sa mère au lendemain du drame, elle est sous le choc. Le premier jour où j'ai été voir ma maman, elle était donc dans le coma, elle était bandée de la tête aux pieds, on pouvait distinguer aucune parcelle de son corps à part ses yeux qui étaient fermés. Elle était sur le ventre et c'est une image très très compliquée parce que ma maman qui est pleine de vie là était complètement endormie
et on pouvait pas la voir, on pouvait pas distinguer son visage ni rien d'autre. On pouvait s'imaginer n'importe quoi dans notre tête. Pour la famille, l'inquiétude est totale. Retour à la Flèche sur les lieux de l'incendie. Les gendarmes sont sur place. Ils ont demandé l'intervention d'un expert pour déterminer le point de départ du feu. Mais la maison est réduite en cendres, alors les investigations s'annoncent difficiles. Une première expertise est réalisée très rapidement, comme c'est d'usage. Camille Crabière, avocate de la défense. Parce que les pompiers, en cas de blessés humains graves, ne déblayent pas les gravats pour permettre aux enquêteurs de vérifier l'origine de l'incendie. On va comprendre que le feu n'a pas pris au sol, mais a pris au niveau du lit. Et Aurélie avait l'habitude de dormir avec son téléphone portable chargé à côté de son oreiller. Au cas où elle aurait un appel en pleine nuit de ses enfants, c'est quelque chose qu'elle faisait tout le temps. Il y a pu y avoir une surchauffe qui serait à l'origine de l'incendie. L'expertise fera état d'un court-circuit, d'un téléphone portable qui aurait grillé, brûlé et qui aurait pu entraîner cet incendie. Donc les premières constatations, on est face à un incendie qui serait de nature accidentelle. Des débris du téléphone sont d'ailleurs retrouvés dans la chambre. Et pour confirmer l'hypothèse d'un accident, Stéphane est lui aussi interrogé sur le déroulé de la soirée. Pour la routine de l'enquête, je dirais qu'on doit quand même interroger Stéphane, qui était présent sur place, pour savoir comment ça s'est passé. Et on lui demande son emploi du temps, cette fameuse soirée. Donc il dit qu'il a passé la soirée chez des amis. Il ne rentre que vers 1h du matin. Il explique qu'à ce moment-là, quand il rentre, ses enfants sont en train de jouer encore à la console, de regarder la télé. Il leur demande d'aller se coucher. Lui, il va ensuite manger quelques crêpes qu'Aurélie a préparées dans la cuisine et a laissées pour lui quand il rentrera. Et il va s'endormir. Stéphane confirme aux enquêteurs qu'Aurélie avait l'habitude de dormir avec son téléphone à ses côtés, mais il n'a pas vu le départ du feu. Quand il s'est réveillé, il était déjà trop tard. Mis en confiance, Stéphane se livre aux enquêteurs et il leur fait une révélation étonnante, une confidence qui n'a, semble-t-il, aucun lien avec l'affaire. Et là, très rapidement, curieusement, il dit qu'il a une relation extra-conjugale avec une femme qui s'appelle Fabienne. Fabienne Gauthier, elle a une importance dans sa vie. Semble-t-il, les liens sont très forts entre eux. Ils se voient quasiment quotidiennement. Il ne va pas cacher aux gendarmes qu'effectivement, il a une maîtresse, une relation extra-conjugale depuis déjà plusieurs mois et que sa femme est au courant, mais qu'elle pense à ce moment-là que c'est terminé. Stéphane explique que sa liaison avec Fabienne dure depuis des mois et qu'Aurélie ignore que cela continue entre eux. Il précise aussi que justement, le soir du drame, il lui a menti. Donc, il raconte très précisément avoir passé la soirée chez sa maîtresse en compagnie du fils de sa maîtresse qui s'appelle Louis Le Breton. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Donc, tout ça est consigné sur procès-verbal. Mais pourquoi Stéphane raconte-t-il tout cela aux enquêteurs ? Cet adultère n'a aucun lien avec l'incendie. Les gendarmes se disent qu'il veut peut-être soulager sa conscience. Quoi qu'il en soit, cela ne change rien. Les enquêteurs se rangent derrière les conclusions de l'expert. L'incendie est accidentel. L'affaire devrait rapidement être classée. Reste à savoir si Aurélie survivra à ses blessures. Juillet 2019. 2 mois après le drame survenu à la Flèche, et contre toute attente, Aurélie sort du coma. Un miracle pour toute la famille. Et voici le témoignage bouleversant d'Aurélie Mignot, rescapée des flammes, qui pour la première fois a accepté de raconter son calvaire. Quand je me réveille, je ne sais pas si je viens juste de me réveiller ou ça fait longtemps que je me suis réveillée en fin de compte. Aurélie Mignot, victime. Mais je réalise pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas pourquoi je suis là. Je suis miraculée, on va dire. On me l'a dit que j'ai vraiment eu beaucoup de chance.
que ma vie avait quand même basculé, que j'ai failli mourir. Ce jour-là, je n'étais pas présente. On m'a appelée et on m'a dit « Votre maman, elle se réveille ». Anaïs, fille d'Aurélie Mignot. Et en fait, je pouvais pas être là, je pouvais pas être à côté d'elle, je pouvais pas... J'ai été là tout le long pour ma maman et le jour de son réveil, je l'étais pas. Ça a été très dur parce que je me suis dit, elle va se réveiller, elle va être toute seule, elle va être complètement perdue. À ce moment-là, le moment de solitude pour elle, j'ai très mal vécu parce que je pouvais pas m'imaginer par quoi elle traversait. Pendant ces 2 mois de coma, Aurélie a subi un grand nombre d'opérations pour des greffes de peau. Elle a été intubée et aujourd'hui encore, elle a besoin d'une canule pour respirer. À son réveil, elle doit tout réapprendre, manger, marcher et parler. La rééducation dure 2 ans. J'espère, bien sûr, qu'un jour, ça ira mieux, mais je doute. Je me demande, est-ce que ma canule va se boucher? Est-ce que, combien de temps avec ça je devrais vivre? Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que, un jour, je vais pas mourir à cause de ça? Beaucoup de stress à cause de cette canule-là. C'est grâce à ça que je vis aujourd'hui. « 55% de son corps a été brûlé. Ses voies respiratoires, son thorax et surtout son visage. Aurélie est défigurée et à sa sortie du coma pendant des semaines, elle redoute de se regarder dans le miroir. Et le jour où je me suis vue, j'ai beaucoup pleuré. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Parce que même si je savais que j'avais plus de cheveux, que c'était mon visage, c'était vraiment... c'est quand même atroce quand même. Avant, elle était magnifique. Et elle est toujours magnifique, ma maman. Mais pendant un petit moment, j'ai eu l'impression d'avoir changé de maman, malheureusement. Parce que son visage avait changé, sa voix avait changé, tout avait changé. Donc, Les proches sont dévastés par l'ampleur des séquelles. Mais ils sont avant tout soulagés qu'Aurélie ait survécu à ses blessures. Les enquêteurs n'ont plus besoin que d'une chose pour boucler l'affaire. Qu'Aurélie leur confirme l'hypothèse du portable qui aurait pris feu cette nuit-là. Ils se rendent donc à son chevet. Il y a un inspecteur qui est venu et donc il m'a demandé de raconter ce que je me souvenais. Donc pour moi, c'était mon téléphone qui était branché à côté de moi qui a pris feu. Pour moi, c'était de ma faute. Je m'en voulais d'avoir mis en danger déjà mes enfants. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Sa culpabilité, elle est terrible. Elle se sent pleinement, personnellement, complètement responsable de son drame personnel. Pascal Rouillet, avocat des parties civiles. Mais plus que ça, d'avoir mis en danger son compagnon et ses 2 enfants et d'avoir détruit l'intégralité de la maison. Avec les déclarations d'Aurélie, les gendarmes ont réuni suffisamment de preuves pour classer l'affaire. 2 mois après le drame, pour les proches comme pour les enquêteurs, aucun doute ne subsiste, c'est bien un accident. Pourtant, un incroyable rebondissement est sur le point de relancer toute l'affaire avec une révélation hors norme. Mais en attendant, le dossier est bouclé. Le 14 juillet 2019, 2 mois et demi après l'incendie, la gendarmerie reçoit un coup de fil anonyme stupéfiant. La personne au téléphone porte une accusation grave concernant l'incendie survenu à la Flèche. Un renseignement qui va faire basculer l'enquête.
Et le coup de fil est suffisamment détaillé pour intriguer fortement les enquêteurs, puisqu'il est dit que, en réalité, on a voulu tuer Aurélie. Et l'informateur va orienter les enquêteurs en leur disant « Intéressez-vous à Stéphane, à sa maîtresse, à son entourage. » Jonathan Proust, avocat de la défense. Et vous allez découvrir que ce n'est pas un accident, c'est prémédité. L'hypothèse de l'accident n'existe plus, et vraisemblablement, on est plutôt dans un scénario criminel. Les enquêteurs prennent ce renseignement anonyme très au sérieux. En réalité, Aurélie Mignot aurait donc été la cible d'un incendie criminel, et le mobile pourrait trouver son origine dans cette liaison entre son mari et sa fameuse maîtresse, Fabienne Gauthier. 2 mois et demi après le drame, alors qu'Aurélie se réveille à peine du coma, l'enquête s'oriente vers la piste criminelle. Aussitôt, les gendarmes relancent l'affaire. Et Fabienne Gauthier, ils en ont déjà entendu parler. C'est Stéphane lui-même qui l'avait mentionné en parlant de sa liaison au moment du drame. À ce moment-là, ils ignoraient qu'un jour, elle serait au centre de leurs investigations. Alors ils commencent à se renseigner sur cette femme dans la plus grande discrétion. Alors Fabienne Gauthier, une femme, on va dire, ordinaire, 42 ans, mère de 3 enfants. Blandine Hériché-Mazel, avocate de la défense. Donc avec 3 pères différents, donc des grosses différences d'âge. On a 11 ans pour la petite dernière, 18 ans, une deuxième fille, et son fils aîné, Louis, qui a 26 ans ou 25 ans au moment des faits. Et surprise, en interrogeant les proches du couple, ils découvrent qu'Aurélie connaissait la maîtresse de son mari depuis longtemps. Alors Fabienne Gauthier, c'est la maîtresse de Stéphane Chouban. C'est aussi une amie d'Aurélie Mignot, puisqu'elles ont été à l'école ensemble. Elles sont très différentes toutes les deux, puisque Fabienne, elle ne travaille pas. Aurélie, quand elle était au collège, fréquentait Fabienne. Elles étaient bonnes camarades. Sarah Virion, avocate des parties civiles. Puis, la vie étant, elles se sont perdues de vue. Et des années après, elles se retrouvent par hasard à la poste. Et Fabienne Gauthier, très contente de revoir Aurélie Mignot, lui dit « Tiens, on pourrait peut-être se voir, on pourrait peut-être se fréquenter. » Et c'est comme ça que Stéphane va rencontrer Fabienne. Stéphane donne donc rendez-vous à Fabienne à l'insu de sa femme. C'est là que leur liaison commence, alors qu'Aurélie est au travail. Et très vite, leur relation devient sérieuse. Stéphane se rend souvent au domicile de Fabienne, où il va y rencontrer notamment son plus grand-fils Louis, avec qui il va aussi nouer des liens d'affection. Donc Stéphane, au détour des conversations et des visites chez Fabienne, va rencontrer les proches de Fabienne Gauthier. Il fait tout comme un couple finalement. Les enquêteurs comprennent que Stéphane mène une véritable double vie. Avant le drame, il passait tous ses après-midi avec sa maîtresse. Et il était devenu très complice avec son fils, Louis le Breton, au point de passer tout son temps libre avec lui. Et les découvertes des gendarmes ne s'arrêtent pas là. Depuis l'hospitalisation d'Aurélie, le couple adultère ne se cache même plus. À la Flèche, les rumeurs vont bon train. Au moment où Stéphane récupère un nouvel appartement suite à l'incendie de la maison, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Fabienne, aussitôt, débarque avec ses valises, quasiment. Et ils vont se promener ensemble, elle amène les enfants à l'école, donc ce couple illégitime qui s'installe alors que la femme est encore à l'hôpital, évidemment, ça fait jacasser les gens dans cette petite ville de la Flèche. Et finalement, elle prend la place entièrement de cette rivale. Et ça éveille les soupçons des gens. Ils se disent, c'est bizarre, Stéphane Chouban n'est pas du tout ce mari affligé, éploré au chevet de sa femme, inquiet. Non. Quand ma mère elle était à l'hôpital, j'avais la haine parce que pour moi, il peut pas faire ça, ma mère. Quentin, fils d'Aurélie Mignot. Il pouvait pas sortir avec une autre femme, genre Fabienne. Il pouvait pas parce que pour moi, j'ai qu'une mère. Et du coup, j'avais pas envie que ça continue avec eux. À la maison, Quentin et son petit frère ne sont pas dupes de la relation entre leur père et Fabienne.
Et cette liaison intrigue les enquêteurs. Ils y voient un mobile possible pour expliquer cet incendie criminel, car depuis l'hospitalisation d'Aurélie, ils passent tout leur temps ensemble. Et si les deux amants avaient cherché à éloigner la femme gênante pour de bon? Pour en avoir le cœur net, ils vont interroger de nouveau Aurélie. Cette fois, ils la questionnent sur l'infidélité de son mari. Que savait-elle exactement? Est-ce que son couple battait de l'aile avant l'incendie? Les enquêteurs m'ont demandé si j'avais la connaissance qu'il avait une maîtresse. Et je me souvenais bien de comment je l'avais découvert aussi. Aurélie Mignot, victime. C'était la veille de Noël, le 24. J'étais dans ma chambre en train de m'habiller pour la soirée. Et son téléphone a sonné et il était sur le lit, son téléphone. Donc moi j'ai regardé. Et c'était un SMS de Fabienne Gauthier disant qu'il allait lui manquer. Et lui, le message juste avant, je vois qu'il lui a écrit « Je suis désolée de t'avoir fait l'amour rapidement, mais j'avais pas le choix. » Je lui balance son téléphone et je lui dis que j'étais déterminée à le quitter. Pour Aurélie, c'est une double trahison. Son mari la trompe, et en plus, avec une amie d'enfance. Elle explique aussi qu'après Noël, elle lui avait d'ailleurs lancé un ultimatum. Dès qu'il touchera les indemnités du laboratoire, il pourra subvenir à ses besoins. Il devra donc quitter la maison. La rupture était ainsi décidée. Aurélie révèle ensuite aux enquêteurs que son mari a toujours été infidèle et qu'il l'a fait beaucoup souffrir. Quand j'apprenais qu'il avait des maîtresses, et il en a eu quand même beaucoup. Donc il avait toujours la manière pour détourner à son avantage. Et à chaque fois, je lui ai pardonné. J'ai fait beaucoup de choses pour lui. Je l'emmenais même chez sa maîtresse. J'étais très, très amoureuse. Oui, très, très amoureuse de lui. Donc Stéphane Chouban a de nombreuses maîtresses. Il est inscrit sur plusieurs sites de rencontres d'ailleurs, sur Internet, sur son téléphone. Il passe beaucoup de temps à draguer. Il a eu plusieurs passades qu'Aurélie a su pardonner. Parce que c'était des passades. Et avec Fabienne, c'est une relation qui dure. Et le fait que ce soit une relation qui dure, avec une femme en plus qu'elle a connue, qui a été une camarade de classe, ça a été la fois de trop pour Aurélie. La goutte d'eau, comme on dit. D'autant qu'Aurélie fait de nouvelles confidences aux enquêteurs au sujet des pratiques sexuelles de son mari. Elle n'était pas toujours consentante, dit-elle. Et là, un côté sombre de Stéphane commence à se révéler. Assez rapidement, il va suggérer une soirée en discothèque qui n'est pas une soirée en discothèque. Pascal Rouillet, avocat des parties civiles. Aurélie se retrouve au milieu de couples dénudés dans des clubs échangistes. Il y a eu beaucoup de fois où il m'a forcée. Et si je ne voulais pas y aller, je vais te quitter. Bon, j'avoue, il m'a pas tout le temps non plus forcé la main. Après, quand il était avec d'autres femmes dans ce milieu-là, pour moi, c'était pas trompé. Par contre, il y a plusieurs fois, quand je revenais du travail, il y avait des hommes à la maison, oui. Et ça, j'étais pas au courant. Des hommes qui m'attendaient pour avoir des rapports, et ça, au début, je laissais faire. Mais plus le temps passait, plus j'avais du caractère et plus ça passait pas par contre. Il faut que ça cesse. Aurélie n'est plus heureuse, n'est plus épanouie, et même si elle aime toujours Stéphane, ce couple ne peut plus durer. Les enquêteurs découvrent la part d'ombre de Stéphane Chouban, un mari infidèle qui repoussait les limites avec sa femme. 4 mois avant l'incendie, malgré l'ultimatum d'Aurélie, Stéphane refuse de partir, sans doute par confort ou parce qu'il ne gagne pas assez d'argent pour être indépendant. Alors, il continue de mener une double vie avec sa maîtresse, un triangle amoureux dangereux. Les enquêteurs s'interrogent. Les deux amants n'auraient-ils pas cherché à se débarrasser d'Aurélie
la femme gênante. Ils questionnent tous les proches dans le plus grand secret, dans l'espoir de trouver une preuve de leur manigance. C'est alors qu'un témoin fait une révélation fracassante sur Fabienne, la maîtresse de Stéphane. On va entendre un certain nombre de personnes de manière très discrète. On va tomber sur un certain Giovanni, qui est l'ex-petite amie de Sophie, la fille de Fabienne. D'une manière assez stupéfiante, Giovanni va raconter que sa belle-mère va lui demander s'il accepterait Jonathan Proust, avocat de la défense. De participer à une opération qui viserait à faire du mal, à éliminer, à mettre sur la touche Aurélie Mignot. Face aux enquêteurs, Giovanni affirme que Fabienne a tenté de le recruter. Il était question de participer à un crime, éliminer une certaine Aurélie Mignot dont il n'avait jamais entendu parler. Et elle lui propose même un plan d'action. Donc elle va lui demander par exemple s'il accepterait de voler le véhicule de Aurélie Mignot en partant au travail et de l'asperger de l'essence et de la brûler. Giovanni comprend qu'on est en train de lui parler d'un projet d'assassinat, d'un projet criminel horrible. Sarah Virion, avocate des parties civiles. Il est abasourdi, enfin, c'est un jeune homme, il comprend pas du tout ce qu'on lui raconte. Il dit, mais vous êtes fou, qu'est-ce que c'est que cette idée? Les révélations de Giovanni ne s'arrêtent pas là. Il décrit une femme déterminée dont les motivations font froid dans le dos. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Giovanni dira que c'est Fabienne Gauthier qui va lui faire part de sa jalousie à l'endroit d'Aurélie Mignot. Elle dit qu'elle est jalouse de son joli visage, elle est jalouse de sa vie, de son existence. Et Giovanni dira qu'il ressent une animosité très forte, presque une haine à l'endroit du physique de Madame Mignot. Elle tourne en boucle de manière obsessionnelle sur cette femme qu'elle trouvait très belle, contrairement à elle. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et qu'il y avait cette jalousie maladive, obsessionnelle, autour de la beauté d'Aurélie. Et en fait, là, les gendarmes se disent, est-ce qu'elle n'a pas voulu défigurer sa rivale? Les enquêteurs font le parallèle avec l'histoire du célèbre conte de Blanche-Neige, où l'on imagine Fabienne qui demande à son miroir « Dis-moi, qui est la plus belle ?» Et c'est le reflet d'Aurélie qui apparaît sans cesse. Plus l'enquête avance, plus les soupçons se portent sur les deux amants. Et avec le témoignage glaçant de Giovanni, les gendarmes voient se dessiner un mobile autour de cette liaison. Un mari qui veut passer plus de temps avec sa maîtresse et une femme maladivement jalouse de sa rivale. Ils ont les photos des deux, les enquêteurs. Ils voient Aurélie qui a des beaux yeux bleus, qui a un beau visage, qui est souriante, qui est un peu apprêtée. Et Fabienne, la maîtresse, qui est beaucoup plus négligée, qui n'a pas un physique aussi avenant. Est-ce qu'on ne serait pas au cœur de l'histoire avec ça? Se dresse le portrait d'un couple, des amants qui, de manière un peu diabolique, auraient peut-être programmé la mise à mort d'Aurélie, la femme gênante, Fabienne prenant la place d'Aurélie. Les gendarmes sont persuadés que c'est au cœur de cette liaison que tout s'est joué. Alors ils procèdent à de nouvelles investigations dans les décombres de la maison. Car s'ils ont le témoignage accablant de Giovanni, ils n'ont aucune preuve matérielle que l'incendie soit d'origine criminelle. Une nouvelle expertise incendie va avoir lieu à la suite de ces révélations. Donia Forgani, avocate de la défense. Et on va faire intervenir un expert canin et le chien va s'arrêter à des endroits précis. Il va faire des marquages, c'est-à-dire que lorsqu'il s'arrête, qu'il se couche, qu'il y a en fait un produit accélérant qui a été utilisé. On va se rendre compte qu'il y a des traces d'hydrocarbures dans la chambre de manière assez surprenante. Et le chien va marquer à proximité immédiate du lit et du côté de Stéphane Chouban. Ça change complètement la donne, parce que là, on est vraiment sur peut-être une mise en scène à caractère criminel pour faire croire à un incendie accidentel. Les enquêteurs
en ont donc la confirmation. C'est bien de l'essence qui a été aspergée dans la maison et qui est à l'origine du feu. Reste à savoir maintenant si les amants diaboliques ont fait appel à des complices. Rappelez-vous, l'informateur anonyme avait donné une précision. Il faut s'intéresser, disait-il, à l'entourage de Fabienne Gauthier. Les gendarmes analysent donc les communications de Stéphane et Fabienne à la recherche de nouveaux protagonistes. Et là, l'enquête s'accélère. Et ils échangent pas seulement tous les deux, on va se rendre compte qu'il y a 2 autres personnes qui échangent avec Fabienne, avec Stéphane ou avec les deux. C'est d'une part Louis Le Breton, qui est le fils de Fabienne Gauthier, et va apparaître une nouvelle personne, Florian Nallet. Florian Nallet qui est le petit ami de Sophie Charpentier, la fille de Fabienne Gauthier. Donc Florian apparaît, un quatuor qui apparaît. Les échanges avec ces 2 nouveaux personnages sont nombreux. Rien d'étonnant pour Louis Le Breton, qui communique comme d'habitude avec sa mère. Mais pour Florian Nallet, c'est plus surprenant, car il n'est que le nouveau petit ami de sa fille. Et les découvertes des gendarmes ne s'arrêtent pas là. Les téléphones ont tous borné ensemble chez Fabienne jusqu'à 1h du matin, juste avant l'incendie. Ce que l'on découvre, c'est que dans les minutes qui ont précédé l'incendie, Pascal Rouillet, avocat des parties civiles. il y a eu des échanges physiques entre les 4 mises en cause. Là semble se dessiner, au regard de la téléphonie, un quatuor qui va s'organiser, se concerter en amont du drame. L'étau se resserre brutalement. Stéphane, Fabienne, Louis et Florian sont confondus par la téléphonie. Ils vont devoir s'expliquer sur leur mystérieuse rencontre le soir du drame. Mais les gendarmes s'interrogent encore. Pourquoi Louis et Florian sont-ils mêlés à l'affaire? Car ils ont une vingtaine d'années et ils n'ont pas le profil de criminels. Les 2 nouveaux protagonistes sont d'abord chronologiquement Monsieur Le Breton Louis, Philippe Sadeler, avocat des parties civiles. qui est le fils de Fabienne Gauthier. Et ils ont tous les 2 une relation extrêmement fusionnelle. Louis, il aime sa maman par-dessus tout le monde. C'est vraiment le bon fils qui va s'occuper de sa maman. C'est vraiment le fils idéal, en fait. Alors Florian Nallet, c'est un jeune homme sans histoire qui n'a pas eu une très longue scolarité. Il a arrêté l'école assez tôt en 5e. Il est décrit comme quelqu'un de gentil, de serviable, de doux. Il est d'ailleurs inconnu des services de la gendarmerie. Mais les enquêteurs en sont convaincus, ils ont, tous les 4, fomenté un complot visant à éliminer Aurélie. Reste à comprendre les motivations de chacun. Le 17 octobre 2019, 6 mois après l'incendie, les gendarmes les placent en garde à vue. Et ils commencent par interroger Stéphane. Stéphane, il reste droit dans ses bottes. Donc il faut s'en tenir pour lui à l'hypothèse de départ, c'est-à-dire celle qui a toujours prévalu, celle d'un incendie à caractère accidentel. Et donc il en reste à ses déclarations d'origine. Stéphane campe sur ses positions. Alors les enquêteurs changent de stratégie. Ils vont interroger Fabienne. Ils espèrent la faire craquer en essayant de l'émouvoir sur le sort d'Aurélie. Mais sa réaction est déconcertante. Et donc on va mettre, après Stéphane, la pression sur Fabienne, parce qu'elle est au centre de l'histoire. Et on va lui montrer les photos de sa rivale amoureuse, qui est totalement défigurée par l'incendie. C'est quand même des photos assez insoutenables. Et les enquêteurs vont avoir l'inverse de ce qu'ils espèrent. Au moment où ils essayent de toucher cette femme en plein cœur, la seule réaction de Fabienne Gauthier a été de dire qu'elle est moche. Ces termes ont stupéfait les enquêteurs. Sarah Virion, avocate des parties civiles. C'est cette froideur. Par cette phrase, c'est la haine de cette femme qui ressort pour sa concurrente. Et c'est vrai que Madame Gauthier était dans un état de sidération. Blandine Hériché-Mazel, avocate de la défense. Madame Gauthier est une femme qui a énormément de mal à exprimer ses émotions, faut le dire. Fabienne ne dit rien de plus.
Alors les enquêteurs passent de salle en salle pour tenter de faire monter la pression sur les autres prévenus. Et c'est Florian Nallet, le gendre de Fabienne Gauthier, qui s'écroule le premier. Immédiatement, il avoue tout. Il explique avoir d'abord été approché par Fabienne et qu'ensuite Stéphane serait devenu insistant, implorant son aide. Florian aurait finalement accepté de participer en échange de 500 €. Florian va raconter qu'il était chargé cette fameuse nuit d'apporter de l'essence et un chalumeau à Stéphane. Donc Florian Nallet va accuser Stéphane Chouban d'être l'instigateur et surtout celui qui a mis le feu à Madame Mignot. Florian affirme s'être contenté d'apporter l'essence. Confronté à ces déclarations, dans la pièce d'à côté, Fabienne, la maîtresse, et son fils Louis passent à leur tour aux aveux. La maîtresse reconnaît avoir servi de recruteuse. Et Louis explique avoir seulement accepté de conduire Florian sur place. Les trois sont unanimes, c'est Stéphane, le mari, le cerveau de ce complot. Les enquêteurs espèrent maintenant le faire craquer. Et ils vont lui dire tout simplement, Stéphane, si tu ne parles pas, c'est toi qui vas prendre pour les trois autres. Il est un peu contraint et forcé, mis sous pression, un peu dos au mur, il va livrer à son tour sa version des faits. Acculé, Stéphane se met à parler. Il dit qu'avec Fabienne, ils auraient mûri ce projet ensemble depuis des mois. Puis, ils auraient planifié les derniers détails juste avant l'incendie. Il explique que ce soir des faits, ils se réunissent tous chez Fabienne, dans la chambre de Fabienne. Et que là, ils distribuent les rôles. Là, va être mis au point une sorte de plan, de stratégie, tous les quatre. Jonathan Proust, avocat de la défense. Les rôles sont définis à ce moment-là. Le plan est le suivant. Stéphane doit rentrer chez lui dans la soirée, après avoir vu Fabienne. Il doit aller se coucher, après avoir préalablement laissé la porte de la maison ouverte. Stéphane rentre chez lui donc, mange quelques crêpes, réveille sa femme pour la remercier pour ses crêpes en lui disant qu'elles étaient très bonnes. Et il raconte qu'il aurait pris un cachet pour dormir, pour ne pas assister à la scène. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et à ce moment-là, il envoie un petit texto rapide aux deux jeunes garçons en leur disant « Go, vous pouvez y aller ». Au top départ, Louis et Florian partent en scooter et s'approchent de la maison. Louis se gare à 100 mètres pour éviter de se faire remarquer. Florian finit le trajet à pied et pénètre dans le pavillon non verrouillé. Et très discrètement, Florian vient avec l'essence. Et en fait, ce que dit Stéphane, c'est que lui étant endormi, parce qu'il a pris un cachet, ça serait Florian qui aurait lui-même aspergé d'essence Aurélie et qui aurait mis le feu. Selon Stéphane Chouban, le but de ce feu n'était pas d'assassiner Aurélie, mais seulement de la blesser gravement. Il a vraiment toujours crié que... Camille Crabière, avocate de la défense. Jamais il avait eu pour volonté ou pour intention de tuer Aurélie Mignot. Le mari ajoute qu'il était juste question de blesser Aurélie en l'envoyant à l'hôpital pour vivre librement son amour avec sa maîtresse. Selon lui, c'est la jalousie de Fabienne qui a été le moteur de leur projet. Et pour finir, il nie avoir mis le feu. Selon lui, c'est Florian l'incendiaire. À la suite des aveux de Stéphane, les interrogatoires se poursuivent pour tenter de savoir qui dit vrai. Et les auteurs vont faire des révélations terrifiantes. En fait, ils auraient élaboré plusieurs plans pour s'en prendre à Aurélie. Les scénarios font froid dans le dos. A d'abord été évoquée la possibilité de couper les freins de la voiture d'Aurélie Mignot. Et dans les auteurs, là, on a des gens qui connaissent bien les voitures et qui connaissent bien la mécanique. Oui, mais sauf que si l'on coupe les freins de la voiture... Pascal Rouillet, avocat des parties civiles. Est-ce qu'on est sûr que au moment de l'accident, la vitesse sera suffisante pour tuer Aurélie? C'est pas certain. Ensuite, il y a cette deuxième hypothèse qui est celle de l'acide. On envisage de balancer de l'acide sur Madame Mignot
Et donc, il faut imaginer la scène. Ils vont acheter un carré de viande. Louis ramène de l'acide de son garage et on va faire une sorte d'expérience un peu scientifique. Tout le monde est autour et on se rend compte, malheureusement, diront-ils, que il y a aucun effet de l'acide sur la viande. Et Stéphane Chouban, par ailleurs, projettera quelques gouttes d'acide sur sa propre main. Philippe Sadeler, avocat des parties civiles. Et considérant que celui-ci n'était pas assez efficace ni assez corrosif, et finalement, cette piste sera abandonnée. On a envisagé de scalper Aurélie. On a envisagé d'étouffer Aurélie. On a envisagé de poignarder Aurélie. C'est peut-être le feu qui est le plus efficace. Et c'est ce scénario-là qui sera retenu. Aucun d'eux ne fera machine arrière. Le plan machiavélique sera exécuté jusqu'au bout. Et sans le coup de fil anonyme, le quatuor aurait sans doute commis le crime parfait. Pour les enquêteurs, la préméditation et l'intention criminelle ne font aucun doute. Utiliser le feu et l'essence, projeter de l'essence à même le corps de la personne que vous voulez brûler, vous garantit de l'efficacité du procédé. Et le résultat sera tellement extraordinaire, tellement performant, qu'on va brûler l'intégralité de la maison. C'est le signe évident d'une préméditation et donc d'une tentative d'assassinat. À l'issue de leur garde à vue, Stéphane Chouban, qui est désigné comme le principal instigateur, et ses complices, Florian Nallet et Louis Le Breton, sont mis en examen tous les trois pour tentative d'assassinat. Fabienne Gauthier, considérée comme la recruteuse, est accusée de complicité de tentative d'assassinat. Et ils sont tous envoyés en détention dans l'attente de leur procès. Le jour de leur incarcération, Aurélie a sa première permission de sortie de l'hôpital. Lorsqu'elle apprend qu'elle a été la cible d'un incendie criminel et qu'en plus c'est son mari qui était derrière tout cela, elle s'effondre. Je me souviens que j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là et que je n'y croyais même pas. Aurélie Mignot, victime. Il m'aimait trop pour qu'il puisse me faire ça. Pour moi, c'est impossible. Mais je sais que j'ai mis du temps à me dire oui, c'est vraiment lui qui a fait ça. J'ai mis beaucoup de temps. Quand j'ai vraiment réalisé que c'était lui, ça m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Je me suis demandé vraiment pourquoi il a voulu ma mort. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, il a voulu me tuer. Le 20 janvier 2023, 3 ans et demi après la tentative d'assassinat d'Aurélie, le procès de ses agresseurs, Stéphane Chouban, Florian Nallet, Louis Le Breton et Fabienne Gauthier, s'ouvre aux Assises de la Sarthe, au Mans. L'enjeu est de taille, car les accusés contestent l'intention criminelle et ils affirment avoir voulu seulement blesser Aurélie. Ils espèrent ainsi alléger leur peine, car ils risquent la perpétuité. De son côté, Aurélie espère des réponses. Elle a été la cible de l'incendie, mais ses 2 garçons aussi ont failli mourir dans les flammes. Elle arrive entourée de ses 5 enfants et de toute sa famille qui fait bloc derrière elle. Dès l'ouverture des débats, elle est citée à la barre. Alors avec courage, elle apostrophe les accusés dans le box. Et je me suis adressée à eux parce que je voulais vraiment qu'ils voient dans quel état ils m'avaient mise. Je veux comprendre à cet instant-là le pourquoi. Ils m'ont fait ça gratuitement parce que j'ai rien fait pour mériter ça. Le deuxième point, c'est qui a mis le feu sur moi? Monsieur Nallet ou Monsieur Chouban? Pour Aurélie, le geste de son mari qui l'a aspergé d'essence après 20 ans d'union est encore plus grave. Elle veut savoir. Mais dans le box, les 4 accusés restent silencieux. Ils baissent les yeux. Aurélie n'obtient aucune réponse. Au 2e jour d'audience, l'avocat d'Aurélie interroge Stéphane Chouban et le pousse dans ses retranchements. Face à la cour,
Stéphane perd pied. À 10 minutes d'intervalle, il donne 2 versions radicalement différentes sur le déroulement du drame. Aujourd'hui, il ment, il est perdu dans ses déclarations. Dans une version, il nous dit qu'il dormait au moment où les faits se sont déroulés. Dans une autre version, il nous dit très précisément ce que l'autre a fait. De sorte qu'il ne peut pas dormir à ce moment-là, puisqu'il nous décrit ce que l'autre a fait. Effectivement, Stéphane s'en mêle dans ses versions. D'abord il dort, et puis non. En fait, il a vu Florian Nallet mettre le feu. Mis face à ces contradictions, il finit par dire qu'il ne se souvient plus. Alors c'est l'avocat de la défense de Florian Nallet qui contre-attaque. Il cite les éléments accablants qui pourraient désigner Stéphane comme étant le seul auteur du feu. Madame Mignot nous a répété à plusieurs reprises qu'au moment où elle va ouvrir les yeux, Jonathan Proust, avocat de la défense. au moment où le feu va prendre sur ses cheveux, sur son visage, la seule personne qui est présente dans la pièce, c'est Stéphane Chouban. Les accusés se renvoient la balle. Stéphane et Florian nient tous les deux avoir mis le feu. De son côté, Fabienne accuse Stéphane de l'avoir manipulé. Et Louis, son fils, reste muet. À la fin des débats, Aurélie ne sait donc toujours pas pourquoi ils s'en sont pris à elle. Aucun des 4 accusés n'a assumé sa responsabilité. Après 6 jours d'audience, l'avocate générale réclame des peines lourdes, la perpétuité pour Stéphane Chouban, le mari d'Aurélie, 30 ans pour sa maîtresse Fabienne Gauthier, 25 ans pour Florian Nallet, son gendre, et enfin 20 ans pour Louis Le Breton, le fils de Fabienne. C'est maintenant au jury de trancher. Après 7 heures de délibération, le verdict tombe. Stéphane Chouban est condamné à 30 ans de prison, Florian Nallet à 25 ans et Louis Le Breton à 20 ans. Tous les 3 pour tentative d'assassinat. Fabienne Gauthier, elle, est condamnée à 28 ans pour complicité de tentative d'assassinat. La justice a considéré qu'ils étaient tous coupables. L'absence de remords et les mensonges des accusés ont sans doute pesé lourd dans cette décision. 30 ans, je sais que je suis pas prête de le revoir. C'est ça qui me faisait peur. Enfin, je sais que demain, il va pas frapper à ma porte. Donc, c'est surtout ça. Et je sais que ils m'ont entendu. C'était une semaine d'enfer. Quentin, fils d'Aurélie Mignot. Je suis soulagé que ça soit fini enfin. Ça soit enfin fini, au moins, pour reprendre la vie normale. Mais pour les avocats de la défense, le verdict est beaucoup trop sévère. Je pense que la cour d'assises de la Sarthe, elle s'est trompée ce soir dans le verdict qui a été rendu. Alors je parle au nom de Florian Nallet, qui est complètement effondré, qui ne comprend pas cette peine extrêmement lourde de 25 années de réclusion criminelle. Mais je dirais que plus globalement, pour les 4 accusés, les 4 condamnés maintenant, je pense que les peines, elles sont complètement disproportionnées. Les 4 accusés font appel de la décision. Le procès à venir sera une nouvelle épreuve pour Aurélie. Et c'est grâce au soutien indéfectible de tous ses proches qu'elle reste combative. Je pense que j'aurai jamais assez de ma vie pour remercier toute ma famille, tout ce qu'elle a fait pour moi et tout ce qu'elle fait encore pour moi. Parce que on parle tout le temps de moi, parce que oui, j'ai été la première victime, mais pour moi, toute ma famille a vécu quelque chose de dramatique ce jour-là, parce que ça les a touchés. Ça a été très dur et c'est même très très dur pour eux de me voir comme ça, de me voir tout le temps mal. C'est très dur pour eux. Et je les aime vraiment très très fort aussi. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu,
N'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.